Merci Frédéric pour cette invitation. Et, oui, j'aimerais bien mettre en contexte un peu le travail que j'ai fait dans Diasporic Condition. C'est un livre peut-être qui est le plus important pour moi ethnographiquement et que je considère un peu comme un contre-don pour l'anthropologie, si vous voulez. J'aime bien l'idée que j'ai reçu certaines idées, etc. de l'anthropologie et c'est comme un don. Et ça a été un don pour moi parce que ça a été très créatif. Ça m'a permis de penser certaines choses. Oui, I'm grateful. Et c'est un contre-don. En même temps, c'est aussi une intervention dans le sens que je ne me suis jamais trouvé à l'aise avec une certaine division de l'anthropologie entre anthropologie classique et anthropologie du moderne. Et je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Australie et aux États-Unis, je le sais. En général, ce qu'on appelle Week Zero, la semaine zéro, c'est-à-dire c'est une semaine où au début du semestre, on donne un échantillon de ce que c'est l'anthropologie pour les étudiants. Les étudiants viennent pour savoir qu'est-ce que l'anthropologie, qu'est-ce que la sociologie, etc. Et en général, dans cette Week Zero, il y a toujours un certain discours qui dit quelque chose comme l'anthropologie a commencé comme une étude des tribus, etc. Mais c'était dans le temps, c'était colonial, etc. Et nous, maintenant, en anthropologie, on étudie n'importe quoi. Et en général, quand on dit nous, les anthropologues, maintenant, on étudie n'importe quoi, il y a un certain relief, comme soulagement, un certain soulagement idéologique de se distancier du colonialisme, mais aussi un soulagement qu'on peut étudier d'autres choses que les tribus. L'anthropologie de l'immigration fait toujours partie de l'exemple qu'on donne du fait que oui, on peut étudier l'immigration. Même les anthropologues qui étudient l'immigration, en général, créent des fantaisies de distanciation en disant que les anthropologues classiques étaient vraiment avaient des conceptions statiques des sociétés qu'ils ou elles étudiaient et comme quoi il n'y avait pas de circulation. Et c'est un peu, ça touche un peu à l'absurde cet argument parce que les premières choses qu'on étudie en anthropologie, par exemple, c'est Malinowski, Kula et la circulation entre les îlots, etc. En tout cas, une des premières choses que j'essaie d'achever dans ce livre est d'essayer d'abolir cette idée de séparation. J'ai une idée très aiguë j'ai déjà parlé du don et du contre-don comme le don de l'anthropologie. J'ai une idée du fait que je participe à une discipline et que je suis... j'ai reçu une tradition
de pensée. Et je pense à cette tradition comme une héritance. Héritance, c'est long. Inheritance, oui. J'aime toujours dire à mes étudiants qu'il faut être fidèle à nos héritances. Être fidèle à des héritances ne veut pas dire du tout ne pas être critique. Mais il y a une grande différence entre, disons, l'anthropologie classique, c'est du colonialisme qui est vraiment nonsense, ça ne veut rien dire. Et dire qu'il y a du colonialisme dans l'anthropologie, bien sûr, et qu'il faut savoir critiquer, mais il faut aussi savoir prendre ce qu'on peut prendre. Donc, pour moi, par exemple, travailler avec Claude Lévi-Strauss et penser ce que c'est qu'une société, qu'un mariage, par exemple, exogamie, patrilocal exogamie. Je ne sais pas comment on peut penser quelque chose comme patrilocalisme et exogamie sans penser que c'est une théorie de l'immigration. Les femmes quittent la loi de leur père et vont dans un autre village et se soumettent aux lois d'un autre père. Si ces anthropologues étaient un peu plus phénoménologiquement inclinés, ils auraient peut-être pu faire des interviews avec ces femmes et parler de leur nostalgie. Du fait qu'elles se sentent déplacées, du fait qu'est-ce que ça veut dire d'être soumis à une loi qui n'est pas la loi de mon père, mais une autre loi, comment elle s'insère dans les sociétés. Toutes les problématiques de l'immigration se trouvent déjà dans cette question de patrilocalism and exogamy. Ça ne veut pas dire que ça a été fait, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de couper entre cette tradition pour analyser l'immigration. Je préfère dire, OK, je vais prendre cette idée et travailler avec pour penser l'immigration, parce que de cette façon, je suis en train de créer une pensée spécifiquement anthropologique de l'immigration. Je ne suis pas disciplinaire d'une façon chauviniste. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être anthropologiste plutôt que sociologue ou politologue. Pas du tout. D'ailleurs, tous ceux qui me lisent savent que je circule un peu partout entre cultural studies, anthropologie, etc. Je n'ai pas de chauvinisme disciplinaire. Mais j'ai une idée que les disciplines ont quelque chose de spécifique à offrir. Et c'est bien de vouloir aiguiser ce qu'une discipline a à offrir. Et de cette façon, oui, je considère diasporic condition comme faisant partie de la discipline d'anthropologie, et plutôt que d'autres choses. Une autre chose à propos de diasporic condition, c'est-à-dire j'ai travaillé sur diasporic condition plus de 25 ans. Les travaux de terrain ont commencé
comme ci, comme ça. C'était pas vraiment même une idée de travail de terrain quand ça a commencé. Je faisais ma thèse de doctorat sur les combattants chrétiens pendant la guerre libanaise. Mais j'étais en Australie et je travaillais sur les questions de classe et confession, comme chaque personne qui travaille sur le Liban doit penser à propos de classe, confession, identité. Et j'ai commencé à remarquer que les travaux que je faisais sur cette question d'appartenance de classe, d'appartenance à une confession, m'aidaient vraiment à comprendre le multiculturalisme australien. Parce que cette idée de penser ethniquement la composition de la population. Est-ce que vous êtes libanais, vous êtes grec, vous êtes chinois, etc. Ou est-ce que vous êtes la classe ouvrière toutes ces problématiques étaient déjà présentes dans les discussions australiennes. Alors, me voilà faisant une thèse sur le Liban en Australie et ça m'a aidé à penser le multiculturalisme australien et peu à peu, multiculturalisme veut dire travailler avec les immigrés. Et j'ai commencé à travailler un peu avec les immigrés en général, mais bien sûr les immigrés français. Français, oui, pas mal. Il y en avait quelques-uns, mais surtout libanais, oui. Et de là, j'ai commencé à être intéressé par la vie des immigrés. Et j'ai décidé de ne pas seulement penser sur la question des immigrés libanais en Australie, mais de penser la culture immigrée des Libanais dans le monde. Et c'est ainsi que j'ai commencé à penser la culture diasporique. La culture diasporique comme quelque chose qui est différent d'une anthropologie de l'immigration. En même temps, même ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est que la culture diasporique n'est pas le produit de l'immigration. Plutôt, l'immigration est le produit de la culture diasporique. Et j'essaye de montrer comment la culture diasporique est la culture du capitalisme moderne du Liban. C'est la culture de la modernité libanaise capitaliste. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas... En général, il y a une certaine forme de causalité économique avec laquelle on pense l'immigration. On dit le capitalisme, au cas du Liban, le capitalisme français s'est intéressé de la production du soie au Liban et ça a changé l'économie en une économie capitaliste qui a produit l'immigration. Donc la causalité est que le capitalisme vient comme un temps premier et après, ça crée une immigration. Mais cette causalité est vraiment très fausse parce que même dans les pensées classiques de l'immigration de la campagne aux villes qui accompagnent le capitalisme européen. On ne dit pas que le capitalisme a commencé en Europe et a produit une immigration de la campagne aux villes. L'immigration fait partie
du capitalisme. C'est une partie intégrante. Et c'est justement ce que j'essaye de montrer, que l'immigration libanaise fait partie de ce capitalisme, cette modernité libanaise. Donc, il n'y a pas de modernité capitaliste libanaise qui n'est pas diasporique. Voilà, c'est une strong thesis. Il n'y a pas de modernité libanaise qui n'est pas une modernité diasporique. Ça m'a permis, je crois, de créer des perspectives qui sont assez originales, je crois. Premièrement, l'idée que pour étudier la culture diasporique, il faut commencer par le Liban, non pas par les immigrés. Il faut voir comment cette culture a existé au Liban. C'est ce que j'appelle, j'essaye de traduire de l'anglais ici, l'internationalisation of the space of viability, l'internationalisation de l'espace de viabilité sociale. C'est quelque chose auquel j'ai vraiment pensé, cette idée qu'on a des villages au Liban, ils sont au fond des montagnes, etc. D'ailleurs, ces villages du Mont Liban, en général, étaient assez autonomes. Si autonomes même qu'ils ont des physionomies qui sont différentes. On peut reconnaître un type dans certains villages parce qu'il a l'air comme ça, de ce village, etc. Il n'y a pas vraiment eu historiquement une grande circulation entre ces villages. Et en dehors des villages, les gens pensaient leur viabilité, justement, dans le village ou autour du village. Et je me suis intéressé du fait que, par exemple, dans un village au nord du Liban, on commence à penser, je peux faire ça, dans le village, je peux faire... Mais après, on peut dire, je dois travailler à Tripoli ou quelque part, où il y a une ville près de mon village. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que avant l'existence des networks, avant l'existence des relations migratoires, il y a eu un moment où un villageois se lève la tête et dit peut-être que je dois aller à Nova Scotia, au Canada. Mais c'est très intéressant pour moi parce que quand on étudie l'immigration issue des colonialismes français, par exemple, la France a colonisé l'Algérie, les Algériens commencent à immigrer en France, Tunisie, en France. Mais les Libanais n'ont pas fait cette trajectoire. C'est pourquoi ce n'est pas une immigration coloniale. Et ce n'est pas une immigration antique dans le sens de la diaspora juive ou la diaspora arménienne. C'est pourquoi je crois que cette diaspora a une certaine spécificité moderne. C'est une diaspora moderne. Et cette idée d'une vie viable, c'est pas un très bon concept en français, mais en anglais, a viable life, c'est bon, mais en français, je ne sais pas, j'y ai pensé beaucoup. Comment on peut utiliser quelque chose d'équivalent à a viable life, mais on obtient quelque chose comme une vie qui vaut la peine d'être vécue, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est-à-dire... ce qui m'intéresse n'est pas la conscience du monde, parce que les Libanais ont toujours eu, depuis longtemps, une conscience du monde. C'est une conscience du monde comme un espace où on peut travailler et vivre et find a viable life, la viabilité de la vie.
Et oui, que ce soit à Nova Scotia ou Queensland. Il faut vraiment s'imaginer cette idée d'être dans un coin libanais et penser Queensland. Il faut aller à Queensland pour savoir comme c'est fou l'idée qu'on peut penser qu'on va voyager à Queensland. Bien sûr, après les villageois s'en vont à Queensland et ça devient des networks migratoires, mais ce qui est intéressant en soi-même, mais j'essaie de penser ce mouvement initial et cette transformation de la conscience en conscience transnationale. Qui est une spécificité de la modernité libanaise. Ce n'était pas une spécificité de la modernité européenne. Il y a certains coins de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, et en général, c'est associé avec des petits parcellements du territoire, des problèmes d'héritance de la terre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas one direction, une migration monodirectionnelle, mais diffusée globalement. OK, je donne encore certaines idées de ce que j'essaie de faire dans Diasporic Condition. Pour moi, une des spécificités de l'anthropologie, c'est justement cette idée que l'anthropologie, ce qu'elle a de plus critique, c'est qu'elle peut nous offrir ou elle peut pluraliser nos conceptions de ce qu'une vie viable est. Pluraliser nos conceptions de la vie. La sociologie est plutôt intéressée à expliquer comment un certain mode de vie existe. Et je ne crois pas que c'est possible de faire une anthropologie sans faire de la sociologie ou de la... Mais ce qui est spécifique pour l'anthropologie, c'est cette idée. Et j'aime beaucoup ce que Eduardo Viveros de Castro appelle strategic exoticisation stratégique. L'idée que on n'a pas à aller à Papouasie-Nouvelle-Guinée pour obtenir quelque chose d'exotique qui nous permet d'élargir notre conception de ce que ça veut dire que de vivre dans le monde, d'être humain, etc. On peut prendre ce qu'on a devant nous et engager une certaine forme d'exoticisation stratégique et produire quelque chose qui élargit notre conception de ce que veut dire d'être dans le monde. Et dans Diasporic Condition, j'essaye de définir un mode de vie que j'appelle lenticulaire et qui pour moi est justement une contribution à l'élargissement de notre idée de ce que ça veut dire d'exister dans le monde. Ça forme une critique du monoréalisme, l'idée qu'on habite le monde physiquement dans un lieu et qu'on est toujours en train de penser à d'autres lieux.
Pour moi, c'était très important ethnographiquement quand j'ai commencé à remarquer. C'est pas que je voulais rendre cette idée invalide. Bien sûr qu'elle est vraie, elle se passe beaucoup. Quand on est quelque part et on est en train de penser à propos de... Parce que cette idée... j'ai essayé de montrer comment la pensée comparative est essentielle à le mode de vie diasporique. On ne peut pas regarder une montagne sans la comparer à une autre montagne. On ne peut pas même obtenir un boulot sans dire « mais peut-être si j'obtiens ce boulot quelque part d'autre, etc. » On est toujours hanté par une possibilité de ce qu'on est en train d'expérimenter peut se passer quelque part d'autre. Mais en général, cette pensée comparative est pensée en termes de... On est quelque part et on se rappelle quelque part, dans le mode de la nostalgie. C'est-à-dire, je suis en France, je prends une tasse de café, et ça me rappelle le café que j'ai pris dans le village ou à Beyrouth, etc. Mais je suis en France. C'est cette idée de monolocalisme, si vous voulez. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est possible d'être dans plusieurs localités en même temps. Mais il faut élargir notre conception de ce que ça veut dire exister dans une localité. Le problème est que on a une idée très homogène de ce qu'habitait un espace de dire. Et en général, on fait une opposition entre mémoire, travail de mémoire, et ce qu'on obtient par les sense, in a sensory manner, avec les sens. Mais, c'est-à-dire, oui, je peux dire, je suis à Paris, mais je ne crois pas que je pourrais démontrer que je suis à Paris est une expérience sensorielle, vraiment. J'ai une expérience sensorielle du bruit dehors, j'ai une expérience sensorielle de vous maintenant, de la chambre. Mais déjà, pour dire je suis à l'ENS, je me rappelle que je suis entré par une porte où il y a l'ENS et je me rappelle qu'on a circulé ici. C'est-à-dire, je fais un travail de mémoire. Il n'y a pas une séparation absolue entre exister quelque part sensoriellement et travail de mémoire. C'est toujours un mélange. Et ce que j'essaie de montrer, ce qui est important, c'est que le mélange change. Ce n'est pas une opposition entre on est là et on se rappelle là-bas. Il y a toujours un mixing. Et c'est ce que j'appelle la condition lenticulaire, qui est vraiment le concept essentiel du livre. Et le lenticulaire est une technique de photographie que vous connaissez probablement tous. En anglais, ça s'appelle flip photography. Et c'est l'idée que ce sont ces photos qu'on a on regarde le clown, on va comme ça, puis on change un peu l'angle et le clown est en train de sourire. Donc,
Mais ce qui est intéressant avec cette technique de photographie, c'est que ce n'est pas la perspective épistémologique qu'on a sur la photo qui produit une autre photo. Les pellicules qui sont dans la photo contiennent la potentialité de plusieurs réalités. Et la perspective fait émerger ontologiquement de la réalité de la photo elle-même une réalité plutôt qu'une autre. Donc c'est une perspective ontologique. Et je suis ici maintenant. Il y a des gens que je connais depuis très longtemps qui habitent à Paris. Je les regarde et je sais que je suis à Paris, mais je les regarde aussi. Et une part d'eux me prend en Australie. Il y a des gens qui me prennent au Liban. Il y a des gens qui m'enlisent ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que mes relations sensorielles à ces objets est différente si elles sont des objets métonymiques ou métaphoriques. C'est là la question essentielle, parce que si je regarde Deirdre, mon amie Deirdre là, si je la regarde et je dis Deirdre me rappelle l'Australien, c'est-à-dire elle existe comme objet métaphorique de l'Australie. Mais si je la regarde et je dis elle est une extension de l'Australie ici, donc elle est un objet métonymique. Et donc ma relation me prend à la réalité de l'Australie. Ziad me prend au Liban ou me rappelle le Liban, ça dépend, comme ça. Et donc, ce que j'essaie de montrer dans la condition lenticulaire, c'est justement quand les objets sont métonymiques et qui, donc, j'existe, comme dans cette photo, la réalité elle-même est multiple. J'habite une multiplicité de réalités, non pas une seule réalité, je me rappelle l'autre réalité, j'habite toutes ces multiplicités. Et je ne sais pas comment on dit en français, they flicker. They are flickering. Pas vraiment, parce que, en tout cas, flicker. Ça clignote. Comme des flashs. Oui, ça clignote. Ça clignote. Clignote, merci. Et une réalité qui clignote, non pas de la même intensité, mais parce que mes relations avec ces objets sont des relations sensorielles, mais aussi affectives. Donc, et ce qui rend un certain objet métonymique plus intense que l'autre, parce que j'ai une relation plus affective avec cet objet que l'autre, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de stable, car ça change beaucoup. Et donc, ça clignote. Une sociologie lenticulaire, si vous voulez, serait une sociologie d'étude des intensités, des rate of flickering. Niveau, mais aussi fréquence. Pulsation, oui. Fréquence, niveau. Oui. Fréquence de clignotement. Durée de clignotement. Juste pour vous donner une idée, je parlais avec ce type aux États-Unis. Il y avait avec lui son fils, c'est une histoire que je raconte dans Diasporic Condition. Il prenait son fils dans son bras et il était complètement fou d'Elvis.
Le type aimait Elvis beaucoup. Il allait toujours à Graceland et s'acheter des sofas Elvis, des photos d'Elvis. Il y avait tout un coin dans son lounge-room qui était plein de choses Elvis. Puis il a tourné et il avait un bar dans son salon. Et le bar était fait en pierre à la libanaise avec un cèdre libanais. Et derrière le bar, il y avait bien sûr un guillet et il y avait une photo du village. Et il m'a dit, regarde, je regarde ici. Et il y avait une photo de son père. Il m'a dit, là, c'est le Liban. C'est mon Liban. Ça, c'est mon Amérique. Elvis. Et il a commencé à dire, voilà l'Amérique, voilà le Liban. Et alors son fils dit, a fait comme ça. Et il dit, oui, c'est ça, Amérique, Liban, Amérique, Liban. Et c'était vraiment une démonstration d'un certain mode de l'anticularité que j'essayais, bien sûr. Ce que j'essaie de démontrer, que l'anticularité est beaucoup plus chaotique que ça, si vous voulez. Parce que les faisceaux d'intensité et de réalité clignotent d'une façon qui n'est pas juste ici, Liban, ici, etc., mais c'est beaucoup plus intermêlé. Ok, voilà. J'espère vous avoir donné une petite idée de ce que j'essaye de faire comme... et comme j'ai dit, je veux que le livre soit lu comme un livre d'anthropologie, full stop, pas comme un livre d'anthropologie de l'immigration, etc. Parce que c'est justement là, si j'essaye moi-même de dire qu'on peut faire de l'immigration, de l'anthropologie de l'immigration en continuité avec l'anthropologie classique, mais j'attends aussi que les classiques me lisent comme classiques et non pas comme il faut aller me lire comme anthropologie d'immigration. Voilà. Merci beaucoup, Ghassan. Leïla, vous voulez commencer? Je veux bien commencer. Peut-être que je reviendrai plus tard sur d'autres points, mais plutôt dans la continuité là, de ce que Ghassan nous a présenté. C'est très riche et le livre est très riche. Je le recommande vraiment aux jeunes gens en formation, qui s'intéressent aux sciences sociales, parce que c'est très, notamment dans l'introduction, tout le livre, mais l'introduction pose vraiment des postures épistémologiques, d'approche de la discipline, d'approche de comment on pense le monde, qui sont très inspirantes. Et je vais revenir sur, vous les avez présentées, Ghassan, mais je vais revenir sur quelques points. Je me disais, là, juste en vous écoutant, sur la lenticularité que vous expliquez, que nous avez bien expliqué. Je ne suis pas physicienne, mais c'est vraiment un écho avec la question des mondes parallèles qui est travaillée en physique quantique. Je ne sais pas ce que vous en faites de ça. Mais pas parallèle, mais de... C'est superposition de monde. Enfin voilà, c'est vraiment là pour le coup c'est métaphorique chez moi. C'est que je me suis dit c'est intéressant de voir que on est quand même dans des moments dans toutes les sciences où on essaye de penser. Voilà, je sais pas, des formes de coprésence, de co-expérience, de complexité de notre monde. Il y a beaucoup de choses dans beaucoup de sciences, qui convergent dans ces mêmes interrogations. Alors, en fait, moi, il y a un point sur lequel peut-être j'aimerais bien commencer à revenir. Et justement, ça fait référence à cette introduction que donc je recommande pour tous les chercheurs et jeunes chercheurs et chercheuses, c'est d'essayer de dépasser
les ruptures, les coupures. Vous nous en avez bien parlé. Moi, je suis géographe et donc ce livre, il a un écho très fort à la fois comme chercheuse, d'un point de vue épistémologique, mais aussi par rapport à mes objets de recherche qui sont donc très spatialisés. Et c'est vrai qu'ensuite, ce monde de la diaspora, il est très spatialisé puisqu'il s'agit du monde finalement. Et la proposition très forte que vous faites, je trouve, par rapport à la diaspora, et qui donc vous inscrit effectivement dans une anthropologie générale, et pas dans une anthropologie de l'immigration, c'est que vous abordez et vous construisez la culture diasporique comme un milieu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de couper l'intérieur de l'extérieur. Vous avez commencé à le dire, mais peut-être que vous voudrez développer un petit peu là-dessus. C'est que vous faites cette proposition forte que travailler sur la diaspora, il faut peut-être commencer par le Liban. Sur la diaspora libanaise, il faut peut-être commencer par le Liban, au lieu d'aller immédiatement voir les communautés libanaises dans le golfe de Guinée, en Nova Scotia ou dans le Queensland. Donc, en fait, effectivement, un sujet diasporique, ce que vous expliquez, c'est que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a migré. C'est quelqu'un qui... La migration, en fait, c'est juste une modalité de la culture diasporique. La migration, c'est une culture de une modalité, un mode d'appartenance à une culture diasporique. Et donc le fait qu'effectivement tout est diasporique d'une certaine manière, il n'y a pas d'extériorité à cette culture diasporique. Alors, moi, je trouve que c'est une manière vraiment très intéressante, effectivement, de penser. C'est une contribution forte à essayer de comprendre notre modernité. Vous avez fait tous les liens que j'avais notés avec, effectivement, les études de la mondialisation qui sont portées par beaucoup de disciplines. Moi, ça m'a fait écho... par rapport à mes propres recherches, si je puis me permettre de les mentionner, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur le conflit syrien. Et donc je me suis intéressée aux transformations, là, dans ce livre que je mentionnais, sur ce que la guerre fait à une société, et donc en explorant vraiment la Syrie, les transformations de la société syrienne et la matérialité de la société syrienne sur le territoire syrien. Et puis, en travaillant sur la Syrie, ne pouvant pas accéder au territoire syrien, sur lequel j'avais travaillé depuis longtemps, du fait du conflit, je me suis beaucoup appuyée sur la diaspora de guerre syrienne. Je suis allée voir les Syriens ailleurs pour documenter l'intérieur. Et travaillant avec les Syriens à l'extérieur, au bout d'un moment, c'est un peu le parcours que vous avez fait aussi par rapport aux Libanais. Je me suis dit, il y a tous ces Syriens-là, et finalement, la Syrie, elle est à l'extérieur. Alors c'est d'autant plus visible qu'il y a 8 millions de Syriens à l'extérieur, donc c'est vraiment une communauté diasporique qui s'est formée très vite en quelques années et qui est massive, puisque c'est plus d'un tiers de la population syrienne. Je me suis dit, on ne peut plus penser la Syrie... J'étais déjà pas très partisane du nationalisme méthodologique, ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique, regarder les phénomènes à partir de définitions de la nation qui sont inscrites dans l'ordre international, légal international, mais là c'était encore plus puissant. Je me suis dit, si on veut comprendre ce que c'est que la Syrie, il faut... se dégager des frontières, se dégager du territoire et être capable de penser ce territoire de la Syrie, ce que j'ai appelé la Syrie hors de la Syrie, dans sa connexion avec la Syrie de l'intérieur et dans sa connexion entre les différentes polarités de cette Syrie, de réfugiés. Donc vraiment cette... connexion que vous faites entre les différentes localités, entre le fait qu'on est dans des milieux diasporiques qui évidemment transcendent les frontières nationales et qui créent des réalités d'expérience, mais aussi des réalités matérielles très concrètes. Et vous revenez dans votre introduction
sur le fait qu'il faudrait se réapproprier de façon plus empirique et plus fondée des concepts qui sont devenus un peu des buzzwords, des buzz concepts, comme la communauté imaginaire de Benedict Anderson, comme les communautés transnationales, qui deviennent un peu des concepts vides, que vous réexplorez en essayant de voir concrète. En fait, dans votre livre, vous mettez du concret, de l'empirie. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré la communauté transnationale syrienne, qui est une diaspora un peu particulière, formée très rapidement par un contexte de guerre. Donc, on n'est pas du tout dans des mêmes types de généalogie que la diaspora libanaise, même si, et peut-être que vous pourriez revenir là-dessus, il y a quand même une strate de diaspora de guerre, hein, avec cette longue histoire de la diaspora libanaise. Mais essayer de voir que dans cette diaspora syrienne, effectivement, elle fait communauté parce qu'il y a tous ces liens entre tous ces gens, où qu'ils soient, entre l'extérieur, l'intérieur, entre les différentes communautés, les différentes personnes, avec d'autres personnes, etc., d'autres groupes, dans cet espace de la diaspora de réfugiés. Donc là, je me perds un peu dans mes notes, mais voilà, c'était surtout pour peut-être partager avec vous tous le fait que c'est vraiment la conception que vous proposez, elle me semble très riche du point de vue épistémologique pour comprendre la modernité actuelle. Donc, effectivement, pour comprendre la modernité, du point de vue méthodologique, de se sortir définitivement tourner la page du nationalisme méthodologique. Vous dépassez les coupures sur tous les plans, les ruptures intérieures, extérieures, avant, après. Et je trouve ça très riche. Peut-être que ce que je vous dis, vous allez vouloir revenir là-dessus. Et d'un point de vue de géographie, en fait, la géographie, les border studies notamment, illustrent bien, je veux dire, ce tournant conceptuel des sciences sociales, de la globalisation, hein, et de la modernité. Je voulais aussi vous interroger, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous expliquez que la culture diasporique, en fait, c'est un peu le colonialisme des pays pauvres. Hein, vous expliquez que le colonialisme et l'impérialisme, c'est lié à finalement un capitalisme de pays développés. Peut-être que vous voudriez revenir un petit peu sur le fait que la culture diasporique, c'est un colonialisme de pays pauvres, et que de toutes les manières, ce qui est intéressant, c'est que les deux, ça crée des espaces transnationaux. Et donc peut-être que vous voulez peut-être un peu développer là-dessus dans ces perspectives postcoloniales. Et puis c'est une proposition qui a aussi des conséquences très fortes, de la même manière que votre proposition qui est liée au fait que la diaspora, c'est la modernité libanaise, c'est que ça a des conséquences fortes dans notre monde contemporain par rapport aux enjeux politiques qu'on a, aux discussions politiques qu'on a sur la migration internationale. C'est-à-dire que si c'est effectivement un élément structurel du capitalisme, la migration, la mobilité en général, et vous montrez très bien cette filiation depuis les migrations rurales européennes des villages vers les villes, et vous étendez ça à l'échelle mondiale, bon, ça a des conséquences quand même massives par rapport à nos politiques de contrôle et de fermeture de migration qui sont générées par le système capitaliste de façon intrinsèque. Donc je ne sais pas si vous voulez revenir un peu là-dessus. Et il y avait un troisième point, alors là, plus dans le contexte libanais, sur lequel je voulais vous interroger. C'est que donc on a cette forte communauté libanaise à l'extérieur, plus d'1 siècle et demi de migration, et qui est contrastée avec le fait qu'il y a beaucoup de communautés migrantes au Liban. D'abord des communautés migrantes liées à des migrations de travail, hein, si on pourrait en prendre des catégories simplistes. On a beaucoup de travailleurs d'origine d'Asie du Sud-Est et d'Afrique qui travaillent au Liban, hein, même s'ils sont invisibilisés par les statistiques, parce que de toute façon, il n'y a pas de statistiques sur ces questions au Liban, mais il y a des estimations, et puis on les voit, il y a des mobilisations de travailleurs pour réclamer des droits plus protecteurs, etc. Il y a évidemment les Palestiniens,
qui sont liés à une autre histoire, une histoire régionale, qui ont donc un statut singulier et des droits particuliers. Et puis, il y a cette communauté syrienne qui est très importante, avec différents types de statuts juridiques. Et donc, c'est un pays aussi qui a une très forte composante diasporique, des diasporas de l'extérieur implantées sur son territoire et de migration. Et comment est-ce que vous comprenez un peu la coexistence à la fois d'un discours qui valorise la migration libanaise, même si ce discours qui valorise la migration libanaise, il a aussi un contre-discours qui est un pays, et surtout actuellement avec la crise que vit le Liban, où on voit les jeunes qui se remettent à partir, et puis des gens qui prennent des risques énormes pour partir par la mer, etc. Donc en ce moment, on est dans un discours où le discours de la migration est aussi très contrebalancé par le fait que les gens se disent on a un pays qui est laissé aux mains des incompétents et notre jeunesse part. Et puis un discours aussi très négatif par rapport aux communautés migrantes ou exilées au Liban, alors qu'il y a cette expérience tellement forte de la diaspora. Voilà, je ne sais pas si mes questions sont très claires, enfin c'est plutôt des réactions. Et merci beaucoup pour ce livre et pour cette présentation. La première chose que j'aimerais remarquer et à laquelle vous m'avez fait penser, c'est que en écrivant ce livre, j'étais vraiment très conscient d'un désir de mettre des questions politiques, pas vraiment à l'écart, mais de ne pas les rendre comme les questions les plus importantes pour moi. D'ailleurs, ça a été très, très drôle parfois en Australie, parce que les Australiens, en général, et les Anglo, en général, sont habitués de me lire comme quelqu'un qui est critique du racisme, de la culture blanche, etc. Et quand j'ai commencé à présenter mes résultats de ces travaux, il y avait parfois des amis blancs australiens qui venaient après ma présentation et me disent « Mais vous ne nous avez pas mentionné. » C'était intéressant d'une façon fanonienne, parce qu'ils me disaient vraiment « Écoute, on aimait bien quand on venait t'entendre et tu nous tapais dessus. On préférait quand tu nous tapais dessus plutôt que de ne pas nous mentionner du tout. » Oui, je leur disais que... Et c'était très intéressant. Vous savez, les immigrés, ils ne passent pas leur temps à penser à vous, vous savez. C'est-à-dire, parfois, ils pensent à vous, mais ce n'est pas que chaque jour, chaque nuit, on pense. Ce que les Blancs sont en train de faire, ils ont une vie, oui. Et cette idée, bien que je voulais éviter la politique, était très politique en elle-même. Si j'étais hanté par la politisation de ce que j'écris, probablement je n'aurais jamais utilisé le mot colonial gleaning. En parlant de l'immigration libanaise, j'ai remarqué que c'était des glaneurs coloniaux. C'est-à-dire, ils ramassaient leftovers of colonialism. Ils sont, premièrement, ils sont en général de droite, plutôt que de gauche. En général, cette génération que j'ai étudiée, ils sont toujours de droite. Ils sont en général assez racistes. Ils sont en général... c'est-à-dire, la différence entre eux et un mouvement colonial est qu'il n'y avait pas un État fort pour les diriger et faire de l'immigration une implantation coloniale. Mais la mentalité était là. Mais je suis conscient que ça joue un peu
avec les clichés ultra-droite de l'immigration comme colonisation et que les racistes utilisent cet imaginaire justement pour avoir une politique anti-immigrée. Oui, non. Mais en tout cas, en même temps, je crois que je voulais vraiment pouvoir capter cette dimension. Ce n'est pas seulement un Libanais qui va à Queensland ou à Texas, mais quelqu'un qui va dire, OK, je vais entrer dans Queensland et je vais vendre des étoffes, etc. C'est un mouvement vraiment de gens qui ne sont pas subalternes. Et ça, c'est une autre chose qui est importante, parce qu'en général, en Occident, on aime étudier l'immigré comme un subalterne et comme une identité qui est malmenée. Pourquoi? Et avec cette génération de Libanais que je suis en train d'étudier, c'est pas clair comme ça. Bien sûr, ils sont racisés, mais parfois ils sont pas. Et d'ailleurs, les étudier m'a permis toujours de produire dans mon premier livre, White Nation, l'idée de l'antiracisme raciste. Et c'était en fréquentant les Libanais, c'est l'antiracisme raciste et cet antiracisme qui n'est pas contre le racisme, sauf être contre le racisme quand c'est dirigé contre nous. Et il y a beaucoup de Libanais qui disent « Vous êtes en train d'être raciste contre moi, vous êtes fou, quoi. Je me joins à vous pour être raciste contre ceux qui... contre qui il faut être raciste, mais pas contre moi. Vraiment, je suis blanc, etc. Les fantaisies blanches des Libanais que je suis en train de... D'ailleurs, je ne compare pas à une réalité blanche, parce que pour moi, toutes les formes de blanchitude sont des fantaisies de blanchitude. Alors, c'est pas que je crois que les fantaisies blanches des Libanais les rend moins blancs que les blancs qui se pensent plus empiriquement blancs. Je ne sais pas. Oui. Je crois qu'on parle de fantaisie, de blanchitude partout. Oui. Une autre chose que j'aimerais parler, c'est cette question de milieu. En parlant de la diaspora comme milieu culturel, il y a un choix justement de parler du milieu que de parler plus sociologiquement des vagues de migration. Bien sûr, il y a des vagues de migration. Il y a l'expérience qui est gendered experience of migration. Les expériences des femmes n'est pas la même que les hommes. Les expériences des riches ce n'est pas la même que... On peut faire une sociologie de l'expérience du milieu et faire voir la différence entre ces expériences. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant anthropologiquement de dire je suis intéressé par le milieu et qu'on ne peut pas réduire le milieu juste à des expériences spécifiquement sociologiques. Il y a un milieu. C'est comme il y a parfois des gens qui disent l'identité, aujourd'hui, il faut étudier l'identité comme quelque chose de fluide, pas quelque chose de fixe. OK. Je n'ai pas de problème avec la fluidité de l'identité. Mais si une identité est fluide, c'est qu'il y a une identité quelque part qui reste la même. Sinon, on est en train d'étudier des différentes identités. Quelle est la différence entre étudier différentes identités
est une identité fluide. Donc, il doit y avoir quelque chose qui existe, qui est fluide. Et donc, une culture, c'est un peu comme ça. L'expérience de cette culture sera toujours spécifique, mais en même temps, pour pouvoir dire que c'est une expérience spécifique de cette culture, il doit y avoir quelque chose qui est cette culture. Et je crois qu'en général, l'anthropologie est more biased towards this treatment du non spécifique sociologique. Bien que, c'est-à-dire c'est inévitable ethnographiquement, on peut remarquer plusieurs cas des différences, spécialement des différences de genre, des expériences des femmes dans la diaspora, etc., qui sont sorties dans des... L'autre chose, c'est l'idée du pull de migration, du pull, de l'attrait de l'immigration. Ce que j'ai trouvé toujours intéressant, c'est que, bien sûr, j'ai remarqué, il y a pas mal de Libanais qui n'ont pas immigré. Il y a ceux qui veulent, je crois que c'est la différenciation entre the need to migrate, le besoin d'immigrer, la capacity to migrate, and the desire to migrate que je fais. Parce qu'il y a des gens qui désirent immigrer, mais qui n'ont pas la capacité d'immigrer. Il y a des gens qui ont le besoin d'immigrer, qui doivent immigrer, mais qui n'ont pas la capacité ni le désir. Alors, c'est comment travailler avec le désir d'immigrer, la capacité d'immigrer et... alors, j'ai remarqué ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le désir d'immigrer, mais chaque fois que je leur parle, ils se justifient. Ils se justifient comme quoi il faut se justifier pourquoi je n'ai pas immigré. C'est comme si l'immigration est la norme contre laquelle je dois mesurer ma vie. Et ça influence parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai d'ailleurs choisi 3 villages. Et un des villages, c'était au sud du Liban, Jebchit, que je n'ai pas pu continuer pour plusieurs raisons. Mais j'ai remarqué, j'ai rencontré un type dans ce village qui m'a dit qu'il était Anoa. Tu es plutôt satisfait Oui, non, j'utilise un concept en anglais, je l'oublie maintenant, mais qui n'a pas d'ambition. Quand on est satisfait de ce qu'on a. Oui, mais pas seulement satisfait. Quand on a la suffisance aussi. Oui. Ouais. Suffisant. Non. En tout cas, mais ce qu'il me disait, c'était qu'il n'avait pas d'ambition de voyager. Et je ne l'ai pas cru, à vrai dire. La première fois que je l'ai rencontré, je disais, voilà, c'est du bullshit libanais classique. Il ne peut pas voyager. Et il transforme le fait qu'il ne peut pas voyager en quelque chose de sublime, comme je n'ai pas une ambition. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il a vraiment pas envie de voyager et qu'il était autosuffisant, et ça m'a fait penser combien ce sentiment était anticapitaliste. Contentement. Contentement. Contented. Voilà le mot.
c'est ce que je l'ai traduit comme content en anglais. Je pensais que cette idée de contentement est si anti-capitaliste et anti-moderne. C'est l'idée que, ouais, ok. J'aime bien ma vie. Oui, c'est assez radical, je crois, cette idée de contentement. Aujourd'hui, en tout cas. Ouais. D'abord, merci Frédéric, parce que j'avais évidemment beaucoup entendu parler de vos travaux, etc. Donc voilà, c'était une belle occasion de rentrer dans ce livre, en fait. Et c'est vrai que j'ai plusieurs remarques ou bien choses à échanger, à discuter. Mais j'aimerais juste commencer par dire quelque chose, c'est que on parle beaucoup de théorie, etc. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que il y a plein d'histoires. On voyage en fait en permanence. Donc moi, en tant qu'anthropologue visuel, je le lis aussi comme un film en fait. Et en fait, ce que j'ai envie enfin, les impressions que j'ai, c'est surtout du coup autour de la dimension ethnographique en fait, parce que on est dans une voiture, on est dans un salon, puis tout d'un coup, on est au fin fond du Venezuela, puis on reprend l'avion, puis on parle de problèmes d'érection, on parle de jeune fille qui se dresse devant son père pour avoir son autonomie, et tout ça aussi, bon, c'est pas du tout dans le côté casser des identités, des trucs, mais c'est vraiment, on comprend le vécu des gens, l'expérience sensible aussi, de ce que c'est d'avoir cet héritage qui se transmet, et donc les villages au Liban, enfin bref, donc il y a une vraie... et donc tout ce dont vous parlez, en fait, ce qui est très fort aussi, c'est que c'est ancré à chaque fois dans une expérience donnée, dans un endroit donné, et que donc ça donne du corps en fait à beaucoup de choses que vous avez racontées jusqu'ici. Et puis on a aussi des beaux schémas comme ça sur les communications par WhatsApp, donc où est la centralité notamment. Donc alors on se rend compte qu'il y a beaucoup dans certaines familles, la centralité c'est le village, et qu'il y a beaucoup de communications de différents pays qui vont, et des fois cette centralité se déplace en fait, voilà. Donc je sais plus si c'était aux États-Unis, du coup ça dépend de là où entre guillemets le patriarche ou bien de la famille se trouve. Donc alors voilà, il y a aussi tous ces schémas. Donc voilà, plein de choses très sensibles en fait, quoi, qui sont très belles et qui évoquent beaucoup de choses. Et moi en fait je savais pas par où commencer, mais je pense que vraiment c'est cette dimension d'ethnographie qui m'intéresse le plus, et c'est pour ça que j'hésitais en fait à faire du chauvinisme et du nationalisme méthodologique, mais bon, et à parler de ce que j'ai pu faire. Mais il se trouve qu'on a publié avec un ami et collègue l'année dernière un livre, enfin un numéro d'ethnologie française qui s'appelait Anthropologie libanaise, avec tous les S qu'il fallait, etc. Et tout ça, très bien. Et c'est vrai que moi, est-ce que ça existe, ça n'existe pas? Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'anthropologie, entre guillemets, anthropologie française, anthropologie anglaise, etc. Bon, il y a des traditions, etc. On ne peut pas dire qu'on a vraiment ça au Liban, et on a essayé de se demander ce que ça pouvait être, en fait, à part de travailler sur le Liban. Donc être libanais qui ne travaille pas sur le Liban, mais être anthropologue, est-ce que c'est faire de l'anthropologie libanaise? Peut-être. Je ne sais pas, sénégalais anthropologue qui travaille sur le Liban, est-ce que c'est faire de l'anthropologie libanaise? Bon, il y a toutes ces questions, et c'est vrai que moi, au fur et à mesure, et c'est vrai que The Diasporic Condition est intéressant là-dessus, c'est que peut-être qu'il s'agit de se demander ce que l'anthropologie générale, d'immigration, etc., peut nous donner comme outil en fait pour penser la situation libanaise aujourd'hui. Et de ce point de vue, je trouve que la situation que vous décrivez en fait est une situation libanaise, mais qui montre en fait le côté fragmenté de cette société. Par ailleurs aussi, travailler sur le Liban, qu'est-ce que ça veut dire ? Travailler à partir du Liban. Et moi, c'est vrai que réfléchir, l'anthropologie libanaise, évidemment, plus dans la perspective de penser anthropologiquement. C'est vrai que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que, en tout cas, vous nous offrez une piste, et moi, c'était ce que je cherchais. Et si je me disais qu'il y avait une spécificité de travailler sur le Liban ou à partir du Liban, c'est de faire une anthropologie, justement, qui n'est pas localisée, qui échappe en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui aussi dans le contexte dans lequel on est, c'est comment parler du Liban, comment travailler plus largement dans la région, ça vaut pour l'Irak à mon sens ou pour la Syrie, de façon non communautaire en fait, comment développer des instruments d'interprétation, des instruments d'enquête qui permettent de ne pas parler de chiites, de ne pas parler de maronites, de ne pas parler... Et ça me paraît super important pour ça, en fait. C'est qu'on est dans une anthropologie qui parle de cette région et qui n'est pas du tout
communautaires, religieuses, etc. Ça, c'est fondamental. Et même si vous travaillez avec des chrétiens, en fait, donc là, je retrouve, mais du coup, ça prouve que c'est possible aussi, parce que en ne restant pas au village, mais en diasporisant, etc. Du coup, c'est une possibilité. Donc, en fait, on pourrait travailler de la même manière à l'intérieur du territoire libanais. Bon, j'essaie de faire ça comme ça aussi. Mais je trouve que dans le contexte actuel, c'est très important. Et donc, ça permet aussi de réfléchir à comment on fait de l'anthropologie aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'anthropologie située ou multisituée, et comment, etc. Donc voilà, ça c'était le premier champ qui apporte vraiment sur... alors c'est pas l'anthropologie libanaise au sens national, mais c'est que faire de l'anthropologie à partir autour du Liban, ça ouvre à mon avis ce type de questions. Je peux pas dire qu'ailleurs c'est comme ça ou pas ailleurs, mais là je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous travaille, nous qui sommes impliqués là-dedans. Et la deuxième chose, c'est que on lit toujours avec les auteurs qu'on a en tête. Et c'est vrai que vous citez Marx, Bourdieu, donc l'imagination, l'aliénation, les tensions, etc. Mais moi aussi, quand je lis les modes d'existence, parce que vous avez en fait une typologie des modes d'existence, donc là ça me fait penser beaucoup plus à Bruno Latour, et c'est vrai qu'il y a comme une base dans votre livre qui est la base de l'existentialisme, et ça je trouve ça très intéressant, quoi. Donc il y a de la phénoménologie, de l'existentialisme, et donc il y a sans cesse aussi quelque chose qui touche à la philosophie, à la littérature. Là vous parliez du café, on peut penser à Proust par exemple. Et donc c'est cet endroit où en fait on développe, vous développez quelque chose qui par la discipline, par l'ethnographie, etc. touche aussi à des choses qui peuvent parler à des gens qui ne font pas que de l'anthropologie, mais qui aussi... donc là, il y a quand même une typologie des modes d'existence, et quand vous parlez d'être au monde, etc., on peut penser à Heidegger notamment, mais bon, voilà, vous l'emmenez ailleurs aussi avec ce que vous proposez. Donc voilà, moi ça c'était vraiment les deux grands pôles, et donc est-ce qu'il est possible de faire une anthropologie d'existence, etc. Donc et là finalement les modes d'existence que vous explorez, ça ouvre aussi à l'ontologie dont on parlait, et donc une ontologie qu'on approche autrement pas uniquement par les catégories de l'ontologie, mais vraiment par comment chacun bricole son ontologie personnelle et particulière, et que ça aussi c'est légitime et fort à penser, quoi. Voilà, moi c'est un petit peu... Ensuite on pourra rentrer dans certains détails si vous voulez, des exemples particuliers, mais là moi c'était vraiment les deux grands socles qui me paraissaient vraiment très singuliers et très, très intéressants. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Merci pour cette lecture. Peut-être que j'aimerais vous répondre d'une façon indirecte en parlant un peu du fait que ce livre est écrit aussi dans un environnement où je suis devenu très conscient d'une certaine politique intellectuelle qui, c'est-à-dire socialement, en Australie, mais pas seulement en Australie. Être un académique, être un professionnel à l'université, veut dire être continuellement attaqué par le gouvernement, par les médias. Il y a une culture de dévalorisation de ce que ça veut dire qu'être un académique et un intellectuel. D'une certaine façon, ça m'a conduit, bien que vous pouvez lire tous mes livres, ils sont méga politiques, insérés dans les questions du racisme, de la globalisation, etc. Mais j'ai commencé à avoir une certaine tendance parmi mes étudiants et d'autres que pour répondre à la dévalorisation sociale de l'académie, on commence à insérer le politique comme réponse. C'est-à-dire, on est important parce qu'on a quelque chose de politique à dire. Et bien que je n'ai rien contre le politique, comme je dis, mais
ça commence à me faire hésiter quand la politique est une réponse à l'importance de l'académie. Et donc, j'ai commencé à devenir un peu embêtant vers les politiques. Par exemple, on était en train de discuter quelle est la dimension la plus importante de vos travaux parmi les collègues et les étudiants, etc. Et les gens disaient c'est parce que ça peut permettre de penser ce problème, etc. C'est parce que la question du chômage est si importante, il faut, etc., etc. Et j'y pensais, toutes ces questions de problèmes sociaux auxquels nous devons trouver quelque chose d'intelligent à dire. Et le recteur de l'université était présent. C'était mon tour de dire. Où est-ce que réside l'importance de vos travaux? J'ai dit, l'importance de mes travaux réside dans le fait que j'aime faire penser les gens. Full stop. Je me suis arrêté. Et on a commencé, j'ai développé cette idée même dans ce que j'appelle Thinking Hard. Thinking hard and the politics of thinking hard. Thinking hard. Hard. Dur. Et comme quoi, oui, on commençait à s'amuser à dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si l'université vous invite. Il y a toujours des slogans en Australie, je ne sais pas ici, mais on trouve toujours quelque chose PR, public relations, de dire l'université c'est le futur, etc. Et si on dit l'université c'est là où vous allez to think hard, full stop. C'est quoi la politique, cette politique? Et donc, il y a vraiment une volonté de justement dire que ce livre est un espace où j'invite les gens à penser hard, to think hard. Et à propos de plusieurs choses. Et ça peut-être m'a aidé à ne pas s'insérer dans des confessionnalismes. C'est-à-dire, bien sûr, comment penser le confessionnalisme au Liban, etc. C'est déjà une expectation, si vous voulez. Et, oui, bien sûr, j'en ai rien contre. Ça m'a appris beaucoup de choses moi-même, et j'ai écrit moi-même sur le confessionnalisme au Liban. Mais en même temps, oui, je voulais dire qu'on peut penser d'autres choses. Oui. Ce n'est pas la seule chose à laquelle on peut penser si on est en train d'étudier. Alors, c'était consciemment que j'ai commencé. Surtout que, justement, j'avais commencé avec 2 villages chrétiens et un village chiite. Oui. Et je n'ai pas pu physiquement continuer à travailler avec eux. Et c'était plus facile parce que 2006 est arrivé, etc. Le bombardement du village. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui est assez bien connu d'entreprise qui s'appelle Hate in Israel in the Field. Et qui est un article sur la destruction du village alors que je faisais le travail de terrain. Et les gens haïssaient Israël et
Oui, j'ai essayé de penser comment on peut s'identifier affectivement à ceux qui sont en train de haïr Israël. Ce qui était intéressant parce que je haïssais Israël aussi en ce moment, mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai trouvé que je haïssais Israël comme, bien sûr, comme politique, etc., un peu plus que les, mais les gens au sud avec qui je parle. En tout cas, vous pouvez lire ça. C'est intéressant en termes d'anthropologie et la condition affective de l'anthropologue en tout cas, oui. Alors, je me suis trouvé avec 2 villages chrétiens. Coincé avec les chrétiens. Oui. Et ce qui est intéressant, j'en parle un peu au début du livre. Un des villages est près du village de mon père, mon village techniquement libanais. Mais c'est-à-dire, je fais un effort de dire que ce n'est pas mon village. Premièrement, comme expérience, ce n'était pas c'était pas mon village, en tout cas, le village de mon père, c'était à côté du village. Mais j'essayais de ne pas inviter le lecteur à penser à auto-ethnographie, ou native, chez soi, native ethnographie, parce que ça ne voulait rien dire, pas ça. Vraiment. Culturellement, j'étais beaucoup plus... si vous voulez, native ethnographie avec le second village, parce que c'est près de Beyrouth. Et quand on était jeune, on allait dans ce village. Un de mes amis avait une maison avec, je ne sais pas comment dire, Arcade. Arcade, non? Oui. Arcade. Arcade. Oui, c'est traditionnel, mais l'acoustique était superbe. Alors, il avait installé de super instruments de musique. On allait entendre de la musique, et fumer du hashish, etc. Ça faisait partie de la vie au Liban. De ta vie. Si vous voulez. Alors, oui, quand je suis allé, d'ailleurs, dans ce village, j'ai pensé au village parce que je ne sais pas pourquoi j'étais ici. Oui, j'étais ici comme postdoc chez Pierre Bourdieu. Et je lisais Le Monde et il y avait un article à propos de l'ambassadeur libanais allant dans ce village et proclamant l'unité du peuple de ce village avec la France, etc. Et comme quoi j'ai refait contact avec mon ami qui avait la maison pour voir si... Et j'ai trouvé qu'en fait, qu'il était maintenant en US, in New Bedford. J'ai trouvé qu'une très grande partie du village qui s'appelle Hamish était à New Bedford, une petite partie en France, une grande partie à New Bedford. Et je suis allé à New Bedford le voir et j'ai passé. New Bedford est devenu. Pour à peu près 10 ans, je visitais New Bedford avec, etc., tout le monde. Donc, je n'avais vraiment pas, je n'ai jamais pensé de moi-même comme faisant native ethnographie. Oui. Et... Je voudrais quand même poser une dernière question. Et donc, la question porte sur le rapport entre la diaspora et l'État. Parce qu'on a parlé du nationalisme méthodologique, mais il y a aussi l'étatisme méthodologique, c'est-à-dire Anne-Christine Tramont a travaillé donc sur une diaspora chinoise dont elle montre qu'elle est très instrumentée par l'État chinois. Et elle s'appuie beaucoup aussi sur les méthodes de l'anthropologie africaniste,
où justement on voit que les migrations sont toujours aussi en lien avec les transformations de l'État. Et elle, dans un article qu'elle a écrit récemment dans la revue Terrain, elle discute de savoir si l'anthropologie de la diaspora met fin à l'anthropologie de l'État, ou si les diasporas sont pas plutôt une façon pour les États, nations, mais plus que au-delà de la nation comme cadre communautaire, l'État comme force de pilotage du capitalisme. C'est un peu ça son idée. Ouais. Et donc, c'est aussi une question centrale chez Bourdieu, qui finit sa carrière sur un cours à propos de l'État, en se demandant est-ce que je peux, en tant que sociologue, ne pas penser à travers les catégories de l'État. Et donc, je voulais te demander si l'idée très forte selon laquelle la diaspora libanaise n'est pas justement en rapport avec un État, ce qui peut-être la distinguerait de toutes les autres formes de diaspora. Y compris juifs peut-être d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie d'un État, il n'y a pas de pilotage par un État. Est-ce que ça, selon toi, c'est ce qui ferait qu'elle serait spécifiquement moderne? Voilà. Bon, c'est-à-dire parler de l'État libanais, c'est toujours intéressant de penser ça existe ou ça n'existe pas, etc. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui interprètent la diaspora comme le résultat de la non-existence de l'État. C'est pourquoi il y a un côté imaginaire de cette équation que j'ai traitée dans le livre, et c'est l'imaginaire masculin de l'État. Dans ce que j'appelle la culture anisogamique dans la diaspora. Cette culture anisogamique, c'est juste l'idée qu'on est issu d'un pays, d'une mère qui ne peut pas garder ses enfants. Comme quoi, on commence à classifier le monde comme étant fait de gens issus de pays qui peuvent garder ses enfants et gens issus de pays qui ne peuvent pas garder ses enfants. Et en même temps, les Libanais veulent, ça fait partie de la politique anisogamique, veulent valoriser leurs relations au Liban. Et donc, ce qu'ils font en général, c'est féminiser cette partie du Liban à laquelle il ou elle reste attaché, en disant le Liban est une bonne mère, la nature au Liban, c'est quelque chose qui m'a toujours pris dans ses bras, le Liban, etc. etc. Et le Liban ne m'aurait jamais abandonné si ce n'était pas du mauvais père qui n'a jamais su comment traiter la mère. Et donc, il se peut que le Liban féminin soit le peuple et la nature et les villages et la culture, et le père soit l'État. Mais il se peut aussi que la mère soit le Liban comme nature et le père soit les Libanais. On en a parlé l'autre fois, l'idée que... donc, il y a ça. D'ailleurs, dans Decay, je traite un peu, c'est la continuation de mon ethnographie avec les combattants des forces libanaises et qui sont en état de décay, de désintégration totale. Parce que, en tout cas, un de mes collègues m'a dit mais tu sais, il serait peut-être intéressant d'étudier ce que tu es en train de faire avec abandonment theory.
Et abandonment theory, c'est-à-dire une théorie de l'abandonnement de l'État. En psychanalyse Ouais, c'est de la psychanalyse, non, mais oui, bien sûr. Mais c'est une théorie maintenant qui est en train d'être utilisée par ceux qui travaillent sur l'État. Okay. Mais justement, et ça fait penser à Bourdieu, parce que, comme tu sais, Bourdieu avait le bras droit, le bras gauche de l'État. Le bras droit, c'est les finances, c'est la police. Le bras gauche, c'est le soin maternel, etc. En tout cas, je me suis trouvé en train de dire à mon collègue, mais pour être abandonné, il faut être to be held to begin with. C'est-à-dire, ça ne marche pas de penser que les Libanais ont été abandonnés par l'État, parce qu'il n'y a jamais eu une expérience où ils n'ont pas été abandonnés par l'État. Oui. L'expérience, ça ne marche pas, comme quoi. Mais c'est toujours, pour tous ceux qui travaillent sur le Liban, c'est toujours... je ne dirais pas un énigme, mais c'est toujours quelque chose qu'on regarde et on pense, comment se peut-il que l'État soit si incapable dans certains domaines sociaux, mais si capable quand il y a une question de sécurité, etc. Soudain, on est en train de faire face à un méga-État. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas. Peut-être... je propose qu'on pense... Vas-y, oui. Une question juste anecdotique, hein, parce que par rapport à ce que vous dites, donc si l'État c'est le père, le peuple c'est la mère, ou la nature, etc., les partis politiques c'est quoi? C'est les petits-enfants? C'est les... Oui, justement. Ouais. Mais c'est très intéressant. Tu remarques que j'ai un cas que je développe beaucoup ethnographiquement, et c'est le cas d'un type au Venezuela qui ne voulait pas voyager, qui ne voulait pas. Il me disait qu'il était poète, qu'il aimait Khalil Gibran, et qu'il était le seul dans le village qui avait vraiment lu Gibran. Et sa mère voulait qu'il émigre. Et ça a fait une grande différence pour moi. C'était remarquable. Comment il n'a pas pu traduire ce mythe État, père, le Liban, mère, justement parce que c'était la mère qui lui a dit va voyager, etc.